Bienvenue au Pavillon du Canada à la COP 28. Welcome to the Canada Pavilion at COP 28. Please take your seats. Our next event is about to begin. S'il vous plaît, prenez vos places. Le prochain événement est sur le point de commencer. Cet événement est disponible en anglais et en français. Si vous désirez de l'interprétation simultanée, une carte d'écoute est disponible à l'entrée. Veuillez vous assurer de la remettre à la fin de la session. Français, Canal 1, anglais, Canal 2. This event is available in English and French. If you require simultaneous interpretation, a headset can be picked up at the entrance. Please ensure to return it at the end of the session. French, Channel 1, English, Channel 2. We are sharing this event space with other pavilions. There may be competing sound, and we are doing our best to manage this, and we thank you for your patience. Nous partagions notre espace avec d'autres pavillons. Il va y avoir de la compétition au niveau du son, et nous essayons de gérer la situation le mieux possible. Thank you, and now please join me in welcoming our next speakers to the stage. Merci, et maintenant, accueillons nos prochains conférenciers sur la scène. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir de vous accueillir et d'introduire cette séance aujourd'hui qui s'intitule « Perspectives des groupes autochtones et des Suds sur la COP 28 et le rôle du Canada ». Avant de présenter nos merveilleux panélistes qui, vous le verrez, ont des pédigrees des plus impressionnants, je me présente très rapidement. Donc, mon nom est Catherine Robitaille. Je porte plusieurs chapeaux à la COP 28, dont celui de la délégation Jeunesse de l'ACOSI, Association québécoise des organisations de la coopération internationale, qui organise ce panel. Je suis également une femme blanche de descendance settler, au croisement de plusieurs privilèges, qui vit au soi-disant Québec, au soi-disant Canada. Donc, je respire, me nourris et je pense sur des territoires qui sont non cédés. Donc, j'y reconnais qu'il y a plusieurs systèmes d'oppression qui s'intercroisent, dont le colonialisme, le racisme, le sexisme et qui sont toujours en cours. C'est super important pour moi de vous l'exprimer, mais aussi d'exprimer ma profonde solidarité avec les communautés et nations autochtones locales et mondiales qui luttent au quotidien pour leurs droits au pouvoir, à la vie, à la terre et à la sécurité. Ma position sociale me confère des privilèges, un grand privilège d'être aujourd'hui avec vous dans cet espace, mais surtout des responsabilités, dont celle que j'incarne aujourd'hui, qui est de contribuer à amplifier les revendications des personnes des pays des Suds. Donc, je prends aussi l'occasion de remercier vous cinq d'être parmi nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous les présente. Donc, vous avez Anne-Marie Milondo, qui est activiste du climat et femme leader autochtone, chargée de genre et transition agroécologique et justice climatique dans le bassin du Congo en RDC. Elle est une femme autochtone engagée pour le plaidoyer et l'action pour la conservation des forêts du bassin du Congo à travers la transition agroécologique et la promotion des systèmes semenciers paysans. Vous avez ensuite Jibril Niang, qui est diplômé en énergie renouvelable, options éoliennes et hydroélectricité. Il est aussi membre de plusieurs réseaux au niveau national et international et représente la société civile africaine au Climate Investment Fund à la Banque mondiale. Il est aussi le directeur exécutif de JVE Sénégal, qui est l'organisation Jeunes volontaires pour l'environnement Sénégal. Vous avez ensuite Fanny Curie-Castro, qui est conseillère juridique et politique dans le processus de consensus sur les politiques publiques liées aux droits des femmes et aux droits économiques, culturels et sociaux, avec une approche parité femmes. Elle est la première femme élue coordonnatrice générale de la plus grande organisation autochtone au monde. Vous avez ensuite Carola Mejia, qui est une économiste bolivienne spécialisée dans le développement durable avec plus de 15 ans d'expérience en tant que conseillère dans des organisations publiques, privées et de coopération internationale. Elle travaille actuellement comme analyste en finances climatiques pour le réseau latino-américain pour la justice économique et sociale, Latindad, et comme consultante à la Fondation Avina. En terminant, vous avez Shania Poguri, qui est secrétaire fondateur de l'APVVU, un syndicat de travailleurs agricoles et d'agricultrices, d'agriculteurs marginaux qui compte actuellement plus de 875 000 membres en Inde. Il est aussi président du PCFS et président de la Asian Pigeon Coalition.
Donc, pour les détails plus en profondeur sur leur travail, je vous invite à consulter leur bio sur le site de l'ACOSI. Vous trouverez le code QR à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vous pose la première question. Donc, nous irons à tour des personnes. Donc, ma question est comment votre organisation contribue-t-elle à faire avancer la justice climatique dans votre pays et votre région d'intervention? Bon, oui, merci beaucoup. Je peux dire que nous le faisons comment nous accompagnons les femmes autochtones dans les subsistances de moyens pour la conservation des forêts du bassin du Congo. Et là, nous protégeons contre nous faisons l'agroécologie et la promotion des systèmes sémenciers paysans. Et pour exemple, nous avons déjà 2 hectares où nous allons planter le maïs et arachides cette année. En ce qui concerne les plaidoyers, nous militons contre toute forme de fausses solutions climatiques d'exploitation minière et pétrolière dans les aires protégées. Nous protégeons aussi la femme autochtone et ses droits. En ce qui concerne l'accompagnement, nous accompagnons les communautés locales dans le processus des titres de gestion de leurs forêts communautaires auprès des autorités locales. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie. Djibril? Merci beaucoup. Bon, je pense que pour répondre à cette question, c'est simple. En venant ici, donc je pense que la première chose, c'est de participer à ce genre d'événements et de porter la parole des communautés. Donc je pense que nous, ce que nous faisons au niveau local, c'est d'essayer d'éveiller les communautés et de leur faire comprendre que ce qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas forcément eux qui en sont les responsables. Autre chose aussi, nous essayons de les accompagner dans leur propre résilience, c'est-à-dire aujourd'hui, avec des partenaires comme Suco Canada, nous essayons de développer des projets au niveau local dans le domaine de l'agriculture pour essayer un peu d'accompagner les femmes, les jeunes dans tout ce qui est résilience. Et de notre part aussi, essayer de créer des réseaux au niveau local, au niveau sous-régional, pour essayer un peu de soulever un peu la voix de ces communautés vulnérables dans des endroits comme ça, à porter leur plaidoyer pour qu'il y ait vraiment plus de prise en charge par rapport à tous ces changements que nous constatons et dont nous ne sommes pas forcément responsables. Donc je pense que c'est ce que nous faisons globalement dans tout ce qui est contre le changement climatique. Merci, Djibril. Fanny. Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy la coordinadora general de la COICA. COICA es una organización indígena de la cuenca amazónica, uno de los biomas más estratégicos para la mitigación y adaptación al cambio climático. Somos 511 pueblos indígenas, 511 culturas, que hemos cuidado milenariamente este bioma estratégico. Con nuestras tradiciones, con nuestros conocimientos ancestrales, con los rituales, las ceremonias, hemos cuidado este territorio. Sin embargo, nuestros defensores del territorio están siendo asesinados. Es urgente para nosotros el cuidado de nuestros defensores. Tenemos un instrumento no vinculante, pero es regional, el Tratado de Escazú, que esperamos pues, que se aplique y se defiendan los derechos humanos de los defensores ambientales y de los defensores indígenas del territorio. Como COICA tenemos una apuesta por proteger la Amazonía en un 80% de aquí al 2025. ¿Por qué? Porque la Amazonía está llegando a su punto de no retorno, es decir, a su autodestrucción. Y es gravísimo si la Amazonía se autodestruye, pierde la humanidad. No perdemos los pueblos indígenas, sino pierde la humanidad. Merci beaucoup, Fanny. Carola. Hi, hello. I'm from Bolivia. I'm from Latindad. Latindad is a Latin American network fighting for more than 20 years for economic and social justice. Now we're working also in climate justice, trying to analyze how this financial architecture is really unfair and should be reformed.
We work with social movements, with women, with trade unions, and we're trying to raise our demands, show our reality at the international level, and also try to show how debt is very interlinked with climate finance. There is an unfulfilled commitment of rich countries, which are the biggest polluters and responsible of this climate crisis, that they are not fulfilling. This climate finance is reaching our countries as loans. 81% is delivered to Latin America as loans that have to be repaid with high interest rates. So we come to these places to demand fair climate finance to help developing countries, like, for example, in Latin America and the Caribbean, to fight, to tackle the climate emergency. We don't have enough resources. We are highly indebted right now. There are 60 countries in a very difficult situation, very close to a debt crisis. And yeah, the international community is providing more loans. So that is not the answer. We want the people here to hear us. And we are trying to also promote public finance mainly grants, more accessible. It hasn't been easy for us. Sometimes it takes 5 years to access funds from the Green Climate Fund, for example. And we want also this funding to get more easily and directly to the communities that are in the front line of this emergency. And that's what we are trying to support and demand, and also proposing some alternatives. Thank you, Carolina. Shania? Good evening or good afternoon. Friends, I represent People's Coalition on Food Sovereignty here as its co-chair. I work from India, one of the 100 organization members in PCFS, and I work among the agriculture workers, small and marginal farmers in India. And we as PCFS have this year led the Global People's Caravan for Food, Land and Climate Change in alliance with other like-minded platforms, Asian Peasant Coalition, Pesticide Action Network, and Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberalization, ILPS, with all these organizations. So our basic responsibility we feel in this climate justice issue is a fight against the false climate solutions. Secondly, advance the land reforms and food sovereignty on radical solutions to food, land, and climate crisis. Without food sovereignty, there is no way that people can get relief permanently for the damages that has been happening. So we want people to hold their land in their hands. Indigenous people in my country, Dalits, or other marginalized communities in different countries have been fighting against the global corporate lobby who are grabbing our lands. So we want to restore our lands. That is the second work that we have been carrying on. Third point is developing, propagating, and also practicing people-led advocacy to restore their livelihood resources. Then fourth one is empowering rural people and frontiers of climate mitigation, adoption, and resources. All these things can only be possible if the southern countries, particularly the victims of these countries, victims of the climate change, should be united and demand the United Nations and other countries to pay for the losses genuinely, not by lip service or by words. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous cinq de nous avoir partagé les activités que vous menez avec des luttes que vous menez au quotidien dans vos pays, dans vos régions. Vous en avez un peu parlé, mais j'aimerais encore vous entendre un peu plus sur quelle est votre plus grande priorité pour cette COP. Peut-être même pourriez nous en partager quelques-unes. Donc pour vous, quelles sont les plus grandes priorités pour vous pour cette COP-ci? Shania, je commencerai par vous pour alterner l'ordre.
in this COP 28, we have expected all the UN-based stakeholders, so-called countries or the corporates and whoever is there, should commit 100%. Unless we commit 100% for the commitment of for the commitment, we cannot really resolve the problem. As of today, if we see, as I have seen, today's thing, energy efficiency pledge, until now, only 123 countries have signed today. And if you see the agriculture, food and climate declaration, 140 countries are endorsed as of today, data. And climate health issue, if we see declaration, 132 countries committed. And climate relief, recovery, and peace is 75 countries. And half of the, not even half of the countries are committed on this. And if we see the oil, gas, and decarbonization, only 52 countries have been committed. So if we go on see like this, it is very, very difficult to really achieve what we all expect. So we want 100% of the countries to really stand by it, and also the countries or the corporations which has polluted, which has spoiled our climate, should be able to pay the losses. And people who do not contribute, it is a loss for the marginalized communities and also climate. So in the sense, the people who pollute should be able to manage the total climate losses. Yeah. Merci beaucoup, Shania. Carola? Yes, without being highly responsible for the climate emergency, developing countries and 3.5 billion people living in highly vulnerable countries are facing the worst impacts unfairly. And this is people that don't have access to funds. It's people that is every day fighting against extractivism, and we have seen that there is a vicious circle between debt, climate crisis, and extractivism, because the higher the debt in our countries that rely on extractive sectors to generate income and repay these debts, they keep investing in hydrocarbons, mining, and agribusiness, and they are opening natural protected areas for these activities, which affect directly local communities, indigenous peoples that are living and suffering every day for the pollution of water and air. They are being displaced from their territories. They are even giving their lives sometimes to resist to these kind of activities. And we have a lot of people here that can even say that in person because they are suffering from this. And unfortunately, there are no solutions. Rich countries, which are the responsible for this climate emergency, are trying to dilute their responsibilities. They are not fulfilling the climate finance commitments made in 2009. We know now that we need $6 trillion until 2030 for developing countries to achieve the climate commitments and move towards a low carbon and resilient pathway. But how can we do this if we are investing in extractive sectors? Because we cannot anymore, and there are no other solutions than loans and expensive debts that we have to repay. So we are here to demand fair climate finance. We are here to demand the Global North to really respond to this climate emergency, at least providing grant-based finance, especially for adaptation, which is not receiving most of the money. Most of the money is going to mitigation projects that have profits on it, but we are facing the real impacts right now, and we need also money for the loss and damage. And we are not so happy that the fund has been operatized so far, because the conditions are not the best. It's going to be under the management of the World Bank, which is very well known for giving loans, not really very, very expensive loans for our countries. And that is something we cannot allow. This should be reparations. This is people that is losing everything, and they cannot be more indebted because we are not capable of having for example, different alternatives like debt relief for countries that are highly indebted that could free some resources
to fight the climate crisis, or other alternatives different than the very inefficient climate finance architecture that is being promoted here and the false solutions based on markets? Merci beaucoup, Carola. Bueno, como cuenca amazónica, estamos llamando de manera urgente que se excluya geográficamente la Amazonía de la explotación de combustibles fósiles. Que haya titulación o seguridad jurídica de los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas somos los que hemos demostrado con la conservación de la Amazonía. Queremos una Amazonía libre de minería ilegal, libre de economías ilícitas, libre de deforestación, libre de incendios forestales, libre del crimen organizado. Queremos una Amazonía para la vida, una Amazonía viva para una humanidad segura. Hacia allá estamos luchando nosotros, los pueblos indígenas, y queremos también que todos se sumen. Y por eso tenemos nuestra iniciativa por la vida, el 80 por 25. ¿Cómo proteger el 80% de la Amazonía de aquí al año 2025? Todos consideran, esa es una utopía, es imposible. Es posible. Entonces, hacia allá queremos ir. También una Amazonía donde no se asesine a los defensores ambientales ni a los defensores de los territorios. Los pueblos indígenas somos los más vulnerables frente a las consecuencias del cambio climático. En este momento, nuestra Amazonía agoniza de sed. Como nunca en la historia se ha secado la Amazonía. El gran río Amazonas se quedó en una pequeña hilerita o un hilo de agua. Es urgente por la humanidad cuidar los Andes amazónicos, porque de ahí vierten el agua para el resto del río Amazonas hasta llegar al Atlántico. Es urgente cuidar el agua. El agua es vital y es lo que sostiene estos ecosistemas. Si no hay agua, no hay vida. Por eso estamos luchando. Aguas limpias, ríos limpios fluyendo, selvas o bosques en pie. Y unos pueblos indígenas con una vida digna. Por eso estamos hablando de una economía indígena en el marco de todas estas discusiones, porque los que cuidan los territorios, los que cuidan estos biomas no pueden ser unos mendigos, deben ser personas dignas, que se les respete su dignidad humana y deben vivir dignamente. Eso es nuestra prioridad. Merci beaucoup, Fanny. Djibril? Oui, merci beaucoup. Bon, je tiens à préciser que pour nous, la justice climatique est d'abord une question de droit. Et nous sommes venus à la COP 28 pas avec une seule grande priorité, mais avec plusieurs grandes priorités. Et je pense que dès le premier jour, parmi ces priorités, il y en a qui ont été déjà réglées, mais l'accord qu'on a trouvé sur les pertes et dommages, c'est bien, mais ça reste vide. Donc aujourd'hui, je pense que l'une des plus grandes priorités aujourd'hui sur lesquelles nous nous focalisons, c'est aujourd'hui comment faire pour pousser, pour qu'il y ait plus pour qu'il y ait d'abord du financement, pour que les pays puissent mettre quelque chose sur cet accord-là, sur les pertes et dommages, d'abord qu'il y ait de l'argent dedans, parce qu'il y a une somme qui a été annoncée. Donc il faut que les pays développés puissent mettre la main à la pâte pour essayer de mettre un peu d'argent sur ça. Mais aussi comment alléger. Le problème, c'est comment alléger. Vous savez, en cas de... Bon, nous vivons dans des régions où il y a des phénomènes extrêmes.
Et aujourd'hui, comment faire aujourd'hui, par exemple, pour que quand il y a des phénomènes critiques ou bien quand il y a ces trucs-là, qu'on ne soit pas dans un mécanisme très compliqué et tout ça. Donc, je n'aimerais pas revenir sur tout ce que mes prédécesseurs ont dit, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur l'allègement de ces financements-là, de l'obtention de ces financements-là, l'allègement des conditions de financement. Et je pense que c'est hyper important pour nos peuples parce que nous vivons dans des zones qui sont un peu compliquées et où il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'une des priorités, c'est comment travailler pour que ça ne soit pas vraiment conditionné, soit pas vraiment conditionné, mais que ça soit vraiment allégé, qu'on puisse accéder facilement à ces financements-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une de nos priorités. Et l'autre, c'est travailler aussi à sortir de toutes ces énergies fossiles, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Donc, je pense que c'est ça. Rendre vraiment opérationnel ces financements-là et accessibles, surtout au peuple. Et l'autre priorité, c'est peut-être faire tout pour que les populations, les communautés à la base puissent accéder aussi à ces financements. On parle beaucoup de financement, mais est-ce que les populations à la base accèdent à ces financements-là? Aujourd'hui, il y a des études qui nous viennent du Canada qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup, le pourcentage est hyper faible. Le pourcentage de financement qui atteignent les peuples au niveau local sont hyper faibles. Donc, comment faire pour que les financements dont on parle puissent aller jusqu'à ces communautés-là et que ces communautés-là puissent en bénéficier? Donc, ça, c'est nos priorités et nous essayons de pousser, de porter le plaidoyer pour que ça puisse être vraiment comme ça. Merci. Merci, Djibril. Anne-Marie? De ma part, je peux dire que notre priorité, c'est d'avoir des ressources financières pour la protection du bassin du Congo, qui appuie aussi directement le peuple autochtone, surtout les femmes autochtones et la société civile qui les accompagne. Merci beaucoup. Donc, je crois que la thématique du financement climatique revient beaucoup. Donc, on a parlé de la Banque nationale, la Banque mondiale, des alternatives aux prêts aussi avec vous, les pertes et dommages aussi. Donc, comment rendre ça accessible, comment rendre ça opérationnel aussi, le financement pour le bassin du Congo aussi, mais aussi comment est-ce qu'on peut remettre en question ou dénoncer en fait les fausses solutions. Shania, vous en avez parlé. Comment est-ce qu'on peut aussi exclure tout ce qui est zone fossile? Comment est-ce qu'on peut travailler à sortir des énergies fossiles? Vous en avez parlé aussi dans l'Amazone. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître aussi, est-ce que c'est une des solutions, reconnaître, donc donner un statut juridique aussi au territoire? Comment on peut appuyer vos luttes aussi dans l'Amazonie, comment on peut prendre nos responsabilités aussi, ça a été mentionné. Et en lien avec ça, je vous avouerai que moi, c'est ma question préférée. Donc, pour vous, selon vous, qu'est-ce que vous attendez du Canada ou des pays des Nord lors de cette COP-ci? Et je vous invite vraiment à ne pas vous gêner sur cette question. Donc, Anne-Marie, je commencerai par vous. Merci beaucoup. Je peux dire que pour nous, nous attendons du Canada et des pays du Nord voir la volonté du pays du Nord et du Canada penser à protéger la planète et en prenant des engagements financiers concrets et innovants. Et puis, pour savoir aussi soutenir les actions concrètes dans les bassins du Congo. C'est ce que je peux dire pour moi. Merci beaucoup. Merci, Admire. Bon, c'est la question que j'attendais. J'ai beaucoup de choses à dire. Bon, je blague. Je pense qu'aujourd'hui, le Canada, à travers les financements qu'il apporte en Afrique, fait partie des plus grands bailleurs. Surtout, bon, moi je parle pour mon cas, le cas du Sénégal et peut-être des projets que nous avons un peu au Sénégal. Donc il faut aussi que la diplomatie canadienne puisse se replacer sur les fonds et la participation du Canada. Donc il faut aussi que le Canada puisse aussi vraiment... le Canada doit prendre le lead en matière de climat. Donc le Canada fait beaucoup de choses pour les pays du Sud.
Et nous pensons qu'aujourd'hui, sa diplomatie doit être mise en avant. Le Canada doit vraiment prendre le lead et ce qu'il fait en matière de financement aussi doit être beaucoup plus important que ce qui est en train d'être annoncé. Donc par rapport aussi aux autres pays développés, je pense aussi qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand on regarde la trajectoire actuellement de la COP28, les pays développés doivent faire beaucoup plus d'efforts surtout en ce qui concerne les pertes et dommages. Aujourd'hui, je pense que on ne les sent pas trop par rapport au financement et tout ça. Et je pense que bon, d'ici la fin, peut-être que les choses vont changer. Et nous comptons beaucoup sur le rapport. Et nous sommes là au pavillon du Canada. Donc ce que le Canada a fait aujourd'hui en mobilisant les peuples autochtones à discuter. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je reviens encore sur la diplomatie canadienne en matière climatique qui est très très importante. Je pense que la même chose que ce que le Canada est en train de faire, en train de pousser, les financements que le Canada est en train d'apporter sur le terrain qui nous permettent d'aller au fin fond des villages, de travailler avec les communautés les plus reculées dans des villages très loin. Je pense que cette diplomatie aussi doit pouvoir se refléter sur les financements qu'apporte le Canada pour régler un peu tous les problèmes. Et aussi, c'est le même cas aussi pour tous les autres pays développés comme les États-Unis, comme la Chine et tous ces autres pays-là. Donc c'est ça que je voulais dire. Et peut-être aussi remercier le Canada pour ce qu'ils sont en train de faire et leur demander de prendre le lead en matière climatique, surtout en ce qui concerne les finances climatiques, surtout sur ce qui concerne les pertes et dommages. Actuellement, on a vraiment besoin du Canada, de la poche du Canada, sur tout ce qui concerne les pertes et dommages. Merci. Merci beaucoup, Djibril. Fanny? Bueno, creo que se requiere mayor compromiso de estos países del norte para no continuar financiando la explotación de hidrocarburos en los países del sur, sobre todo la cuenca amazónica, Ecuador, Bolivia, Colombia, donde los mayores afectados somos los pueblos indígenas que estamos en territorios, porque todos los residuos de esta explotación de hidrocarburos quedan en territorios indígenas, que afecta gravemente la autonomía alimentaria de los pueblos. Las tierras quedan contaminadas, los ríos están contaminados, no hay acceso a un agua limpia por parte de las comunidades. Por ejemplo, en el Ecuador hay una comunidad del pueblo Huaurani, pueblo recién contactados, y que hoy está cercado por ríos que están contaminados y no tienen acceso a un agua limpia para beber y para su alimentación. ¿Qué va a pasar con estas comunidades que hoy las empresas le proveen agua para su consumo? Pero el día que esa empresa se vaya, ¿de dónde van a obtener el agua? De esa gravedad es la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía. De otro lado, la minería. La minería está dejando los ríos amazónicos con mercurio y los peces son nuestras fuentes de alimentación y estos peces están contaminados. Hay una población que se está enfermando de una manera acelerada. Yo siempre digo, hay un exterminio de los pueblos indígenas de manera silenciosa, porque toda esta contaminación le está afectando la vida. Las mujeres se están quedando estériles, no pueden dar vida. Y ahí los pueblos indígenas son los que están exterminándose. Entonces, mayor compromiso y buscar soluciones alternativas para transitar a otros, digamos, a otras formas de reemplazar el combustible fósil por, digamos, por otros servicios que sean más amigables con la vida. Eso es, y además creo que se debe financiar más bien proyectos de vida, los planes de vida de los pueblos indígenas, la siembra de árboles de una manera diversificada, o sea, lo llaman reforestación, pero generalmente la reforestación es la siembra de un bosque uniforme y nosotros los pueblos indígenas sembramos diversidad.
Entonces, que se apoye ese tipo de proyectos que son realmente acciones concretas para la mitigación del cambio climático. Entonces, sí a la vida y no a la muerte. Thank you. We are not here to demand charity or solidarity. We are here from the South to demand reparations and responsibility. And let me be politically incorrect in this space, but Canada is in the top 10 of the climate debtors and ecological debtors. It's in position 7 and has a big responsibility that they are trying to dilute in these meetings of negotiations when they are talking about the new climate finance goal. And that is something very frustrating. They are trying to push the responsibility to the private sector, to the multilateral development institutions, and they say there is not enough public money to fund this climate emergency, to help developing countries fight and tackle this climate emergency. But we know it is there, the money is there, but it's going to the war, it's going to illicit financial flows, it's going to fossil fuel subsidies and extractive industries that are really killing us. So they are choosing these kind of destructive sectors instead of life. And that's something very, a strong message I want to really transmit to you here, because Canada has a big responsibility. They have to increase their climate finance to developing countries, not as loans, really grant-based public finance, especially for adaptation, especially for loss and damage. We really expect them to act accordingly and to be the leaders guiding this process. We want Canada also promoting new alternatives. For example, the debt problem is something that has to be tackled as well. And Canada is a big creditor for some countries. Maybe we can find alternatives to find debt relief initiatives for the highly indebted countries. And also Canada can talk to its partners from the north to allow other instruments. For example, there are the special drawing rights, which are a mechanism for emergencies that have been very useful in the pandemic, where all the countries were in a very difficult situation. There was an issuance of $650 billion just for political will that has been distributed through a mechanism in the IMF. It didn't create debt, it didn't create conditionalities, and it was very effective for the South that received only 1/3 of these resources because it was distributed unfairly through the IMF and its quotas. So we want also Canada to promote these reforms of the financial institutions, really making a difference, because loans are not the response we want, and we want developing countries also having more power and their voices being heard in the boards of these multilateral development banks that are taking the decisions, also in the climate funds that are making the decisions on how the world is going to be facing this climate emergency. And we want also Canada to be promoting direct access for local communities, like the ones that are accompanying us here. We want them to have a fast and very effective grant-based finance for these initiatives that our partners are saying they know they have the solutions, but we have to believe in this, and we have to really, it's a moral issue, I think, and we have to preserve life. We are running out of time, and this is also another thing that Canada has to stop funding fossil fuels and extractive sectors like mining, which is also being very harmful in countries like mine. Merci beaucoup, Carola. Shania? Yeah. Acknowledging what my preceding speaker said. Audible? Yeah. We expect Canada and northern countries to acknowledge historical responsibility for the current climate crisis and hold transnational corporations accountable to their role in causing, prolonging, and also exacerbating the catastrophe. So human beings should be respected whether it is north or south. So when dehumanized and then exploited, the people and their cultures and knowledge and systems is a more dangerous. That should not be there, and that should be respected, the rights of the people. Secondly, abide the principles of common but different responsibilities and make true and hard
commitments to cut down emissions, especially those from extractive industries and luxury goods. We know how minings are damaging. In pledging climate finance, above and beyond, we should know above and beyond the official development assistance that is committed so far only 0.7% of GDP. It is very, very little of GDP, both as compensation and also support to climate mitigation, adoption and resilience of global south countries. Stop supporting false climate solutions that lead to the environmental destruction, deforestation, human rights violations, land grabs, and recolonization. Dismantle colonial military outposts that not only contribute to emissions but foster the support to the fascist regimes that harms rural people's movements and climate activists. Support the role of the rural people's movements in leading to the charge towards just, equitable, healthy, and sustainable food systems and future. Thank you. Merci beaucoup, Shania. Merci beaucoup à vous cinq surtout d'avoir souligné cet aspect-là quand on pense à la justice climatique, à la responsabilité, la redevabilité, Pas de problème. Donc, merci d'avoir souligné, d'avoir pris cet espace-là aussi, un espace qui n'est pas toujours non plus sécuritaire pour faire valoir ses idées. Donc, merci beaucoup. Vous avez parlé d'un engagement fort de la part du Canada à l'égard des pertes et dommages. Donc, comment est-ce que le Canada peut avoir un engagement qui est reconnaissant de ce que vous dites, Djibril, de son leadership dans ce fonds-là? Eh bien, comment est-ce qu'on peut augmenter ce fonds-là? Comment est-ce qu'on peut aussi faire attention à ce que ça ne soit pas juste à nouveau une dette qui est créée pour tous les pays? Donc, comment est-ce qu'on peut redonner ce pouvoir-là aux pays? Vous l'avez bien nommé, Carola, pardon. Donc, redonner le pouvoir, reconnaître le rôle du Canada aussi dans ces injustices-là historiques, ces injustices-là actuelles, par aussi un désinvestissement ou une sortie des énergies fossiles. C'est ça. Donc, merci infiniment d'avoir utilisé cet espace-là, pris cet espace-là pour nous partager vos revendications, vos priorités pour la COP et aussi surtout ce que le Canada peut faire avec ça. Vous avez aussi partagé ces revendications-là dans le plaidoyer que l'ACOSI met de l'avant. Donc, en tant qu'ACOSI aussi, on porte ces revendications-là au niveau du gouvernement Canada. Je pense qu'on aurait peut-être le temps pour quelques questions, si vous me le permettez, le temps qu'on prenne le micro. C'est la dame juste ici. Merci. Bonjour à tous. Merci aux panélistes. Merci Djibignan du Sénégal. Je suis Hadi Camara, présidente de l'association Vacances Vertes, initiatrice de la grande marche historique des femmes pour la justice climatique, écoféministe. Et ça m'a fait plaisir de prendre part à ce débat très intéressant sur la justice climatique, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que la crise climatique est à la jonction d'une crise sociale, sanitaire et alimentaire, avec des impacts très négatifs qui créent des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, en tant qu'écoféministe, je parle comme ça. Voilà. Donc, et c'est pour cela, aujourd'hui, que pour nous, citoyens autochtones, citoyens africains en particulier, considérons la justice climatique comme une nouvelle arme citoyenne. Ce que nous attendons de cette COP28, c'est un changement de trajectoire. C'est de dire stop
à l'inaction climatique des pays occidentaux. C'est de demander à ces pays occidentaux de respecter surtout les engagements de l'accord de Paris. Vous savez, quand on parle de finances climatiques, de pertes et dommages, moi j'en ai marre quand on parle des finances climatiques, des pertes et dommages, parce que l'année dernière, on dirait que c'était un piège qu'on avait tendu aux pays africains avec les lobbies qui font de la diplomatie climatique en les orientant vers les finances, les pertes et dommages, etc., etc. Ça, c'est un droit. Dans le principe 9 du développement durable, on nous dit qui dégrade, répare. Donc, c'est de votre responsabilité de réparer les préjudices causés à l'Afrique, particulièrement aux femmes qui subissent aujourd'hui de plein fouet les effets des changements climatiques. Et tous les rapports sont unanimes là-dessus, surtout les rapports de 2023, qui nous disent que si on continue sur cette lancée, avec cette inaction climatique, d'ici la fin du siècle, nous serons à 2,9. Et là, ce sera non seulement catastrophe sur catastrophe, mais je dirais des catastrophes en cascade. Déjà que l'Afrique subit les phénomènes de catastrophes extrêmes de plein fouet tous les jours. Le Maroc, il n'y a pas longtemps. La Libye, un autre exemple. La Corne de l'Afrique avec la famine. Si je me réfère également au rapport de l'OMM de 2021 qui prédisait que d'ici 2030, si on continue sur l'inaction climatique, surtout des pays occidentaux qui ne veulent pas respecter les engagements de Paris, 118 millions d'Africains seront confrontés à l'extrême pauvreté et à l'extrême famine, dont 70% seront des femmes. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est justice climatique avec un changement de trajectoire pour cette COP28. C'est ce qu'on attend de cette COP28. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, d'avoir partagé. C'est très... j'apprécie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mon nom, je vais parler en français comme on a la chance d'avoir une traduction ici. Mon nom, c'est Pacifique Boraouzima. Je suis président de Horizon Vert, une organisation de la société civile qui travaille en République démocratique du Congo en Afrique. Merci énormément pour la thématique et pour la manière dont les discussions, vous les avez conduites et les réponses reçues. Je voudrais apporter à cette discussion une contribution sur le rôle des multinationales dans la justice climatique, principalement en Afrique, mon continent. Vous savez que l'économie de l'Afrique est principalement extractive et basée sur les ressources naturelles. Parmi les priorités que je voudrais mettre sur la table du Canada, c'est un plaidoyer pour la contribution du secteur privé et principalement des entreprises extractives dans le financement du changement climatique au niveau global, mais particulièrement en Afrique. L'Afrique qui subit un coup de fouet de cette exploitation minière, l'exploitation des ressources naturelles de manière globale. Il suffit d'arriver à Kolwezi, dans mon pays, et au Nord Kivu, pour voir des trous que laissent les exploitations minières. Mais quel le dommage, la responsabilité, la redevabilité des entreprises du secteur minier qui travaillent dans ce secteur, ainsi que la pollution qu'ils donnent. Enfin, le deuxième thème d'intérêt que je voudrais mettre sur la table du Canada, c'est la thématique du nexus sécurité et climat. Il est illusoire d'avancer l'agenda de changement climatique
dans des zones instables en Afrique, avec de différentes guerres, avec d'importants mouvements de population. Comment on va construire la résilience des communautés à contribuer à la lutte contre les changements climatiques si elles sont déjà instables par des guerres d'un peu partout? Quelle est la place de la thématique de la sécurité et changement climatique dans cette COP28? Et s'il n'en a pas, comment en faire une priorité dans le débat au niveau international? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en fait, à vous deux de vous être exprimés sur des sujets qui sont hyper pertinents à soulever. La justice climatique féministe, je le note, l'extraction, les entreprises extractives, le nexus, la place de la sécurité aussi sur le climat. Merci beaucoup. Il y avait monsieur ici, monsieur ici. Merci beaucoup de nous avoir accordé la parole. Moi, c'est Ladislas Witanene. Je suis le représentant du réseau des organisations des jeunes engagés pour le changement climatique, la conservation de la biodiversité et forêt en RDC. Et nous avions suivi avec intérêt toutes les discussions et ça nous va directement au cœur de voir comment le peuple autochtone aussi au pavillon du Canada se donne cette opportunité de s'exprimer. Mais moi, je pense que par rapport à la contribution du Canada, on devrait aussi s'impliquer dans le changement du paradigme. Parce que le paradigme aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt en fait du continent africain. Ça nous détourne vers les grands pays au niveau du monde. Et le continent africain reste en train de se mijoter. Mais aussi, le transfert des technologies. Il y a certains pays qui sont plus avancés par rapport à d'autres. Or, c'est le continent africain qui continue à subir les pertes et dommages. Mais aussi le partage des connaissances. Il y a des connaissances au niveau des pays développés, mais ce qui n'arrive pas au niveau du continent africain, et c'est un manque à gagner. Mais maintenant, je vais m'atteler avec une question, parce qu'aujourd'hui, on vient de remarquer qu'il y a déjà un égoïsme au niveau du changement climatique ou justice climatique. Alors j'aimerais savoir comment le Canada va s'impliquer par rapport à cette justice qui est à bras ouverts et tout le monde les voit et les sentit pour le changement climatique. Merci beaucoup. Moi, je ne pense pas que je peux répondre à cette question-là. Mais je vous invite, on a fait du plaidoyer au ministre de l'Environnement ce matin avec la délégation jeunesse de la COSI qui est ici pour revendiquer plusieurs points qui sont dans le plaidoyer. Mais je vous invite, si jamais vous croisez le ministre Guilbeault de l'ACOST à la COP, c'est un espace, il est très ouvert et à l'écoute des revendications. Donc, c'est peut-être une invitation là, que je vous lance si jamais vous le croisez. De mon côté, de ce que vous disiez, j'ai noté le changement de paradigme. Je trouvais que c'était fort et important, un partage des connaissances aussi. Donc, merci beaucoup pour votre partage. On prendrait peut-être quelques autres questions. Profitez-en aussi, vous avez nos panélistes avec nous, donc qui ont plusieurs savoirs, connaissances, une richesse. Donc, n'hésitez pas non plus à leur poser des questions. Madame et le monsieur aussi. Ouais. Le monsieur après. Je ne sais plus. Je ne vous ai pas vu. OK. Merci bien. Moi, je m'appelle Sena Adessou. Je suis le secrétaire général de INADES Formation. Nous sommes dans 10 pays en Afrique et donc je voulais tout d'abord féliciter les 5 panélistes pour la qualité de leur speech et faire un petit commentaire, voilà, et puis poser une question à Djibril, que je connais assez bien et qui est très activiste. Le commentaire que je voulais faire, c'est dans le cadre de cette COP. Nous savons tous que, en venant ici, la COP 28 s'est fixé 3 enjeux. Hein. Le premier, c'est de réfléchir à comment réduire ou voir sortir des énergies fossiles. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est comment accroître les capacités en matière des capacités des pays en matière de développement des projets sur les énergies renouvelables. Voilà. Et puis le troisième enjeu, c'est le financement. Bon, la question
des pertes et dommages est entré en jeu avec cette mobilisation à laquelle on assiste déjà. Mais ce sur quoi je voulais aussi attirer l'attention du Canada, c'est de faire en sorte que cette question d'énergie renouvelable soit une dimension assez capitale dans le financement canadien. Vous voyez, surtout pour les pays du Sud que nous sommes, on a le soleil, on a du potentiel, mais quand on regarde le ratio de ce soleil, des énergies renouvelables en général, dans le bouquet énergétique de nos pays, ben, on se pose des questions. On se pose des questions. Donc, il serait aussi intéressant que le Canada puisse véritablement orienter ces financements, accroître bien sûr, les gens l'ont dit déjà, mais supporter vraiment des projets qui sont à connotation énergie renouvelable pour faciliter un peu cet accroissement de la capacité des pays du Sud à mieux se positionner sur ces questions. Parce que, de toute façon, la contribution des pays du Sud ne doit pas être ignorée. C'est vrai qu'on émet à 4%, mais il faut que nous soyons engagés aussi dans la dynamique, dans la recherche de solutions à ce fléau global. La question que je voulais poser à Djibril, c'est de savoir, j'ai appris que vous êtes en train de développer un projet aujourd'hui avec un partenaire canadien. Est-ce que ce projet, qui porte sur le climat d'ailleurs, est-ce que le projet prend en compte les groupes vulnérables? Est-ce que vous intégrez dans ce projet les groupes vulnérables en tant que bénéficiaires de l'action climatique? Voilà, ça c'est la question que je voulais poser. Bon, merci beaucoup, merci Sénat, et merci aussi à notre PCH, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, M. Boubacar Fall qui est présent dans la salle, je pouvais ne pas le saluer, c'est mon patron. Bon, je pense que, je salue aussi tous les compatriotes qui sont là et tous les invités. Bon, je pense que la réponse est très rapide. Je pense que le projet qu'on a avec SUCO et AMC Canada, c'est un projet qui se concentre dans les zones les plus vulnérables du Sénégal. Le projet se concentre en Casamance et une partie du projet se concentre dans les zones côtières. Et je pense que c'est l'un des rares projets aussi qui travaille avec les insulaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pertes et dommages, mais on ne met pas en avant les insulaires. Et c'est un des projets qui met en avant les communautés insulaires. Nous travaillons avec eux. Et récemment, avant de venir même, nous avons fait un camp avec les communautés les plus vulnérables du Sénégal, de Saint-Louis à Djogé. C'est 700 km de côte. Et nous avons recueilli l'ensemble de leurs messages. Et ce sont ces messages-là que nous avons amenés ici. Donc, pour répondre à ta question, le projet travaille en gros avec, sur les 100% des bénéficiaires, il y a 80% de femmes. Et toutes les régions qui sont concernées par le projet sont des régions insulaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djibril. Nous aurions un petit 2 minutes pour poser une dernière question. Je pense que vous aviez une question. Donc, si c'est je vous laisse. Hello everyone, I'm Rudula from India, representing Global People's Caravan and from Nauvoo. So we work with agriculture allied workers. So basically I can see that Western countries are trying to help the southern countries. Yes, it is going in an extent, it is still good, but not reaching out. And we're all voicing out our concerns while we are here. But is there any other innovative methods, or is there any other suggestions that we could do, voice out it better, because we have been trying to do for a couple of years? Is there any other manner or methods that we can really get it out there? Thank you. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à la question?
Yeah, maybe I can try to reply. There are some climate funds already in place. For example, the Adaptation Fund is very important to promote agricultural practices. It gives 100% grants, but the problem is it has not been adequately capitalized. That means rich countries are not putting the money they have pledged, and that's something that they should be doing. We already have the mechanism. It's not so inefficient as the Green Climate Fund, but we should be allowing local communities, especially initiatives by women, by indigenous communities, by young people, to have direct access. And this should not be so complicated because we are dealing with an emergency here. So this kind of funds that are already in place, they should be restructured a little bit more. But I think Canada can do a lot, not only putting money in the fund, but also trying to make it more efficient and with direct access. That was. Merci beaucoup. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous dans la salle pour votre partage, d'avoir aussi créé cet espace-là de dialogue ensemble avec nous, avec toutes les personnes dans la salle, les panélistes aussi. Je tiens aussi vraiment énormément à remercier les panélistes. Merci beaucoup de votre confiance à notre égard. Sachez qu'on a pris des notes. On va porter vos revendications certainement dans nos plaidoyers. Je vous invite aussi à scanner, je crois que vous y trouverez le plaidoyer de la COSI avec le code QR. Puis, je vous invite aussi, si vous aviez d'autres questions, à utiliser peut-être cet espace informel pour poser vos questions aux panélistes ou à nous, là, à la COSI. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite un bon restant de COP et continuer les revendications et les petites actions de militance. Voilà.